Bonjour Jean-Paul Delevoye. Bonjour. Alors, entre les promesses non tenues, les scandales, de quoi souffre le plus aujourd'hui le politique? Ces mots sont-ils dépassables? Et finalement, y a-t-il des raisons de croire à un renouveau du politique? Tout est politique. Et la noblesse du politique, c'est de rendre possible ce qui paraît impossible. Quelle est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est une situation préoccupante par rapport au système politique? J'avais à l'époque, en tant que médiateur, parlé du burn-out de la société, une société un peu stressée. 2012, alternance présidentielle et une formidable attente de l'opinion française et des citoyens. Et puis découverte brutale que la gauche arrivant au pouvoir fait pas forcément le programme sur lequel elle a été élue, et que la droite dans l'opposition défend des positions qu'elle combattait lorsqu'elle était au pouvoir. Et brutalement, la perception qu'avait l'opinion s'est transformée en réalité. Les politiques n'ont pas un projet à vous proposer, ils n'ont que des stratégies de conquête de pouvoir. Ils sont assis sur des majorités, non pas de conviction, mais des majorités de calcul. Cette désillusion, par rapport à la crise que chacun vivait, et à l'absence de projet et de vision, s'est aggravée lorsque l'année d'après, brutalement, la seule branche auquel les citoyens s'accrochaient encore, qui était la notion d'exemplarité, la notion de probité, a brutalement explosé avec l'affaire Big Balion d'un côté, l'affaire Cahuzac-Thévenoud de l'autre. Et les gens, brutalement, ont découvert que le monde politique était un monde qui se nourrissait de la jouissance du pouvoir et de pas de l'exercice du pouvoir au service d'un projet de société. Et actuellement, je vois apparaître l'émergence d'un deuil vis-à-vis d'un système politico-administratif dont les citoyens estiment qu'il s'agit d'acteurs défendant un système à bout de souffle pour préserver un certain nombre de privilèges et non pas d'assurer leur survie à eux. Et ils considèrent l'avenir non pas comme une promesse mais comme une survie. Et ils ne voient pas clair dans leur avenir, ils voient par contre très clair dans le cynisme politique pour conquérir le pouvoir, même en abusant de leur crédulité. Est-ce qu'on pourrait imaginer une inversion de tendance, un rapprochement entre la classe politique et l'opinion? Est-ce qu'un retour de l'optimisme peut finalement venir de la classe politique? La classe politique, elle n'est pas porteur d'optimisme. C'est-à-dire que leur optimisme est d'ailleurs un optimisme qui me paraît pas très sain, parce que l'optimisme, pour les uns, c'est la conquête du pouvoir sur la défaite des autres. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on est dans un schéma où personne se dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour gagner la France, et donc les citoyens, je vais gagner d'un camp contre l'autre. Et l'on voit bien que la pratique politique d'une opposition frontale entre la droite et la gauche est absolument aujourd'hui stupide. C'est-à-dire que l'intelligence, selon les politiques, est cantonnée uniquement à son camp, et que forcément celui d'en face est idiot. Et nous sommes dans un débat politique extrêmement stérilisant, neutralisant. On voit bien que sur la problématique de la TVA sociale, ça a été la victime d'un jeu de rôle. M. Sarkozy la sort pendant la campagne, M. Hollande dit que c'est une stupidité, et quand on arrive au pouvoir, on dit tiens, c'est peut-être pas si idiot que ça, et on ne sait pas comment la remettre. Le Grenelle de l'environnement était une formidable avancée de négociation, mais quand on arrive au pouvoir, il ne faut pas parler du Grenelle de l'environnement parce qu'on ne veut pas donner de gage de réussite à la majorité d'avant. On est dans un moment d'infantilisation et de stupidité par rapport à la gravité de la situation. C'est où c'est la solution qui l'emporte et comment on s'adapte par rapport à cette solution, parce qu'à l'instabilité de la société actuelle, à son interrogation, à sa nervosité, on y rajoute une instabilité de comportement politique alimentée par une instabilité temporelle du quinquennat. À chaque fois qu'il y a une alternance, elle défait ce que l'autre a fait, et nos investisseurs internationaux nous disent mais la France est aujourd'hui un pays trop petit sur le plan du marché et trop à risque. Et quand je pose la question mais quel risque, on me dit le risque de l'instabilité, parce que tout simplement les alternances politiques défont ce que le pouvoir en place faisait. Et donc nous devrions aujourd'hui réfléchir non pas à changer les institutions, mais à changer les comportements. Est-ce qu'un dépassement des clivages et la formation, par exemple, d'une coalition à l'allemande vous semble possible, étant donné notre tradition politique? C'est effectivement un changement culturel. Si on reste dominé par la culture du passé, ça ne pourra aller que sur un phénomène de destruction du système pour la reconstruction d'un autre système. Ce qui est totalement passionnant, c'est que nous sommes en train de vivre une mutation extraordinaire de notre société mondiale. Et que la culture du pouvoir, puisque c'est aussi cela le problème du politique, c'est sa relation au pouvoir, il est resté dans le schéma selon lequel un prince, une religion, un territoire. Et l'on veut maîtriser la circulation des hommes, des idées, des capitaux et des marchandises. La mondialisation a fait exploser les frontières.
Et donc on ne peut plus maîtriser ni le flux des capitaux, ni le flux des hommes, ni le flux des idées, ni le flux des marchandises. Il faut donc que l'on passe d'une gestion des territoires à une attractivité des territoires pour capter la plus-value ou la valeur ajoutée des flux qui vont traverser les territoires. Et donc on voit bien que les questions politiques de fond, c'est quelles sont les décisions que je dois prendre pour que les jeunes du monde entier aient envie d'investir sur mon territoire et que les capitaux du monde entier aient envie d'investir sur mon territoire. C'est donc une inversion totalement culturelle. On ne fait pas plaisir au pouvoir en place parce que l'on condescend à vivre, à habiter, à investir sur un territoire. C'est quelle est la façon dont le pouvoir doit se mettre dans l'attractivité, dans l'offre territoriale, pour faire en sorte qu'il y ait une capacité de développement, de performance. Et puis l'autre aspect, c'est que quel est le projet de société ? Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement la carrière de telle ou telle personne à droite ou à gauche, c'est quel est le projet de société qu'il porte. M. Obama vient de perdre les élections, certes parce qu'elles étaient médianes aux États-Unis, mais surtout parce que les Américains ont dit on voit se développer les richesses américaines, elles sont captées par 1% des Américains les plus riches, et nous, nos salaires médians, ont du mal à nous faire vivre. Et donc cette dislocation sociale potentielle que M. Bernanke, l'ancien président de la Fed, exprimait comme un des dangers de la société américaine, est en train de porter un regard très intéressant sur le modèle européen, et notamment le modèle français, qui fait que quand vous êtes malade, riche ou milliardaire ou minier dans les meilleures conditions, quand vous êtes au chômage, vous avez des filets de sécurité qui sont extrêmement importants. La preuve, c'est que la France a plutôt bien amorti la crise, même si elle a du mal à repartir. Et donc, il y a un modèle absolument extraordinaire à proposer au monde entier, où l'Europe pourrait être ce modèle de moralisation de la mondialisation, et où la France, l'attractivité. Il n'y a pas aujourd'hui derrière chaque réussite numérique, il y a toujours un Français. Et donc, comment retrouver la transformation heureuse de la société, et non pas la réforme punitive ? Comment permettre aux gens de réenchanter le futur, de croire ? Donc, vous voyez bien que ces chantiers politiques sont aujourd'hui sur la table, mais évidemment, le comportement politique est à changer. Car le politique a peur de perdre sa place. Le politique est dans une posture d'opposition ou d'adhésion, mais à un pouvoir, pas à un projet. Et là, le bon sens populaire a compris qu'aujourd'hui, que celui qui allait assurer son avenir, c'était l'entrepreneur, d'où un regard nouveau sur l'entrepreneur. Le bon sens populaire fait qu'il cherche non pas des hommes de pouvoir, mais des hommes de crédit, dont l'exemplarité est importante, dont la moralité est incontestable et dont le crédit est important. Et le bon sens populaire fait qu'il ne cherche pas des hommes qui sont des prestigitateurs ou des magiciens ou des illusionnistes, il cherche des hommes qui expliquent, c'est le succès de votre chaîne, c'est le succès d'un certain nombre de chercheurs qui aujourd'hui décortiquent la mécanique économique et ce qui est en train de se passer, et qui leur permettent de pouvoir mobiliser leur énergie pour trouver des solutions adaptées au monde de demain. Et donc je crois que les citoyens dans cette économie numérique vont plus vite que les politiques, et donc nous allons avoir soit la seule question que je n'arrive pas à traiter, c'est est-ce que la transformation du système politique français précédera ou suivra un épisode extrémiste ? Dernière question, Jean-Paul Delevoye. Quand vous voyez des hommes politiques participer à une émission de télé-réalité, est-ce que vous considérez que ça fait partie d'une entreprise de modernisation de la politique ? Ça, c'est le côté, absolument pathétique. On cherche, c'est l'aspect même, on cherche à plaire, alors qu'il faudrait convaincre. Et laisser croire que parce qu'on va épouser une télé-réalité, on va croire qu'on est proche du peuple, est quelque chose d'absolument pathétique et dramatique. Et c'est même la notion presque d'une pathologie politique. Quand certains politiques se sentent obligés de faire cela pour être aux yeux de leur population plus sympathique, c'est absolument dramatique. C'est-à-dire que les politiques eux-mêmes, comme ils ont perdu le sens des convictions, ils sont dans la valorisation de l'image. Or, nos concitoyens ont soif aujourd'hui de sincérité. Le peuple politique, le peuple français est un peuple éminemment politique, et donc il attend cette noblesse du politique, cette espérance politique. Mais le peuple français est aussi un peuple affectif, qui a besoin d'une parfaite symbiose avec ses leaders. Et donc cette notion de sincérité, cette notion de crédit, cette notion d'exemplarité est à leurs yeux extrêmement importante, et surtout cette marque d'affectivité. Est-ce que les politiques aiment les Français, ou est-ce qu'ils aiment leur carrière et la jouissance du pouvoir ? Et c'est quelque chose qui est pathétique de croire que parce que l'on va faire people, on va être proche du peuple. C'est exactement le contraire. Eh bien, Jean-Paul Delevoye, je vous remercie. Merci à vous.